Alors, je ne sais pas si vous connaissez cet adage, celui qui sait faire fait, celui qui ne sait pas faire enseigne, celui qui ne sait pas enseigner est consultant. J'espère qu'il y a plein de consultants dans la salle. Autrement dit, c'est pas parce qu'on a forcément une connaissance tout de suite terrain qu'on est obligé de se lancer. Et c'est ce qui a poussé la Benjamine de l'édition 2013, alors qu'elle avait à peine fini ses études, à lancer un incubateur social pour futurs patrons. Elle s'appelle Lena Geithner et elle me rejoint tout de suite. Elle a 4 lignes de notes et 23 ans. Bonjour Léna. Bonjour, merci beaucoup. Déjà, merci de me laisser cette tribune. C'est impressionnant et c'est en même temps une vraie joie. Donc, merci du fond du cœur à Osons la France. Je voudrais commencer à vous parler du coup de mon parcours, puisque j'ai pas grand-chose d'autre à vous raconter aujourd'hui. Depuis que je suis petite, je sais que je n'aurai pas un destin comme les autres. Je sais que je ne travaillerai pas dans un métro boulot dodo assez tranquille, parce que depuis que je suis toute petite, je suis révoltée. Pour tout vous dire, à 12 ans, quand j'ai eu 12 ans, c'était le moment où Jean-Marie Le Pen était au second tour de l'élection présidentielle. Et alors que les petites filles de 12 ans pensaient plutôt aux dauphins et aux chevaux et aux stars de cinéma, moi j'ai organisé ma première manif. J'étais dans un petit village de la Drôme, il y avait 700 habitants, on était 15 avec nos petites pancartes et on était plutôt mignons à aller se battre contre Jean-Marie Le Pen qui foncièrement il s'en foutait. Mais en tout cas c'était le début d'une lutte et ensuite ça n'a pas arrêté que je me révolte contre le racisme, contre l'homophobie, contre toutes les inégalités, contre les pauvretés, jusqu'à le point d'orgue quand j'ai eu 18 ans et que là j'étais persuadée que j'allais résoudre le conflit israélo-palestinien. Et là, ça a commencé à être un peu compliqué, je devenais un peu mégalo. Et c'est pas complètement réussi. Eh ben non. Si je peux me permettre, hein, je veux pas critiquer comme ça sur scène, mais il reste 2-3 trucs. Moi, petit. Mais tu t'es trouvé un objectif autre. Mais je me suis trouvé un objectif autre quand j'ai rencontré Pierre Rabhi. Je pense que certains d'entre vous le connaissent, c'est un philosophe qui parle beaucoup d'agroécologie et qui m'a raconté le mythe du colibri. Le mythe du colibri, c'est la forêt qui prend feu, tous les animaux de la forêt qui s'en vont, qui vont se protéger. Et il y a juste le colibri, qui est le petit oiseau que vous voyez, qui fait cette taille-là, qui va chercher une goutte d'eau dans le lac et qui va essayer d'aller éteindre le feu. Et puis il s'épuise parce qu'il vole et ça sert à rien. Et le lion vient le voir et lui dit « Mais colibri, qu'est-ce que tu fais? Ça sert à rien. » Et le colibri lui dit « Je sais, mais je fais ma part. » Et là, pour moi, ça a été une révélation. Ça a été de me dire qu'il fallait que je me concentre sur quelque chose, que toute cette énergie qui venait de la frustration et de l'énervement de ne pas être utile, en fait, il fallait la concentrer dans quelque chose. Et j'ai décidé donc d'être un colibri. Sauf que là, la question, c'était beaucoup plus compliqué. C'était qu'est-ce que c'est faire ma part? Avec tous les chantiers que j'avais envie de mener, toutes les révolutions que j'avais envie de mener, c'était très compliqué. Et puis, du coup, je suis rentrée dans une école de commerce qui s'appelle 3A, qui est à Lyon. Et comme tous les étudiants du monde, j'ai passé mes soirées à refaire le monde. Comme tous les étudiants et comme tout le monde d'ailleurs, où on peut passer des soirées entières à regarder ce qui nous choque dans la rue, à en discuter et essayer de trouver des solutions pour que le monde soit meilleur et pour qu'on puisse vivre mieux tous ensemble. Et du coup, on a eu des idées un peu loufoques, comme par exemple organiser des grands mariages pour régulariser tous les sans-papiers, aller expliquer l'islam et le judaïsme dans les crèches, parce qu'on pensait que c'était ça qu'il fallait faire dès le début. Et donc il y avait des idées concrètes et il y avait des idées complètement barrées, pour être clair. Et c'est là que j'ai rencontré le deuxième homme, Monsieur Younous, prix Nobel de la paix 2007, qui m'a enseigné ce que c'était que le social business. Il est prix Nobel d'économie. C'est ça qui est important. D'économie? Bah oui, c'est ça qui est important. Comme Amartya Sen. Ouais. Même s'il amène la paix quelque part, mais il est prix Nobel d'économie. Prix Nobel d'économie. Oui, il l'a eu parce qu'il amène la paix, bien sûr. La corrélation entre l'économie et la paix, du coup, voilà, ça s'est fait. En tout cas, Monsieur Younous, qui m'a expliqué ce que c'était que le social business, c'est des entrepreneurs qui vont mettre leurs compétences managériales au service de l'intérêt général et qu'en fait, toutes les idées que je croyais qui étaient complètement folles, eh ben, il y avait des gens qui les faisaient et que ces gens, ils étaient en Amérique latine, ils étaient en Afrique, ils étaient partout et ils étaient surtout en France. Et ils sont 50 000 aujourd'hui en France et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à avoir des idées loufoques pour changer le monde. Et du coup, je me suis penchée un peu plus sur les entrepreneurs sociaux, et notamment ce qu'ils faisaient en France. Et je me suis rendu compte qu'ils répondaient à des besoins sociaux qui étaient très différents. Notamment, saviez-vous qu'il y a 140 000 chômeurs de moins de 25 ans, rien qu'en Rhône-Alpes, que 8% des 15-17 ans ne savent pas lire. Et surtout, le chiffre qui me choque le plus, c'est les 2 agressions xénophobes par jour
dans notre région. Et donc ces entrepreneurs, ils décident de créer des modèles économiques qui sont viables pour répondre à ces besoins sociaux. Parce qu'on est quand même dans une spirale de plus en plus infernale, où aujourd'hui, les services publics n'arrivent pas à répondre à tous ces besoins sociaux. On est d'accord, on y a tous beaucoup cru à l'État-providence, et puis finalement, on est souvent un peu déçus. Et puis surtout, on n'arrête pas de nous répéter qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, et donc l'État diminue les subventions de plus en plus pour les associations, pour les Restos du Cœur, pour Emmaüs, pour toutes ces associations qui font un travail formidable. Et du coup, les inégalités ne sont que croissantes, la pauvreté ne fait qu'augmenter en France. Et donc, quand on comprend l'entrepreneuriat social, c'est juste une évidence. C'est de se dire, on va aller créer de l'argent, générer de l'argent pour répondre aux besoins sociaux, ne plus dépendre de l'État, ne plus dépendre des subventions, et juste être autonome dans la résolution des problèmes sociaux. Et en fait, en me penchant sur la question, je me suis rendu compte qu'ils étaient 100, moins de 30 ans, en Rhône-Alpes, qui avaient un projet d'entrepreneuriat social et qui voulaient se lancer. Et ils sont 100 à vouloir, je suis désolée monsieur Jacquet de vous contredire, mais ils sont 100 à vouloir rester en France parce qu'ils se sentent patriotes. Parce qu'il y a une génération qui se sent patriote, qui se sent fière de son pays, qui a envie de rester, malgré le fait que toute notre famille, et la mienne aussi me dit de me barrer, me dit de partir aux États-Unis, d'aller faire des grandes écoles, et que c'est là-bas qu'il y a du boulot, et que c'est là-bas qu'on me fera confiance. Et pourtant, moi, je sens bien que c'est ici qu'est ma place, que c'est ici qu'il faut faire les choses, et que j'ai un rôle à jouer, si infime soit-il, et qu'on est nombreux à penser ça. L'autre chose, c'est qu'on est nombreux à penser qu'on a envie de gagner de l'argent dans notre vie, qu'on a envie d'avoir une réussite professionnelle, mais aussi de remettre du sens. J'ai eu mon bac en 2007, on en parlait tout à l'heure, c'était le début de la crise financière, et quand le prof d'éco, l'année de votre bac, vous dit « vous savez, c'est vraiment la crise, c'est une crise sans nom, il ne va plus y avoir d'emploi, il ne va plus y avoir de croissance », ça ne donne pas vraiment envie de rentrer sur le monde du travail, et on est plutôt énervé contre nos parents et contre tous les gens qui ont fait un truc qu'en plus on ne comprend même pas, parce que la crise financière, j'ai beau avoir un master en finance, je n'ai toujours pas compris ce qui s'est passé. Et du coup, ces jeunes-là, ils ont envie pas de faire mieux que les générations d'avant, parce que c'est pas vrai et on ne pense pas ça, mais en tout cas de faire différemment et de remettre nos valeurs au centre de nos actions. Voilà pour ces jeunes qui ont envie de rester là et que moi j'ai envie d'accompagner. Parce que si ces jeunes ne se lancent pas, c'est parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'accompagnement en Rhône-Alpes dédié à la création d'entreprises sociales. Et donc c'est pour ça que finalement, l'idée elle est assez simple, c'est de créer un incubateur, c'est de pouvoir dire à tous ces jeunes qui ont envie de rester en France, de créer des business sociaux, de venir me voir, que moi je vais chercher pour eux des compétences, des parrains, des financements, un local, pour leur permettre de se lancer et d'oser créer leur entreprise sociale. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'on dit souvent que les jeunes marketent beaucoup et font savoir avant d'améliorer les savoir-faire. Léna, elle est tellement prise par son idée que pour l'instant, c'est un incubateur sans nom. Ça ne veut pas dire qu'il est anonyme, mais ça veut dire que tu t'es pas d'abord empressé d'avoir l'idée géniale. Donc on pourra peut-être lancer tout à l'heure un petit brainstorming ou un petit dreamstorming solidaire pour trouver un nom à l'incubateur de Léna. Ce serait formidable parce que justement, j'ai pas d'idée. T'as pas d'idée? C'est pas grave, l'important c'est d'avoir des idées pour l'incubateur, pour le lieu, pour le nom, c'est pas très important. Alors qu'est-ce qui se passe dans cet incubateur et puis on en est où? Parce que tout à l'heure, Denis Jacquet disait, il racontait cette anecdote avec Sarkozy en disant, bon bah en gros, vous avez qu'à vous prendre par la main. Et toi aujourd'hui, tu en es à l'étape de la levée de fonds et en fait, tu as vite compris qu'effectivement, ça allait aller beaucoup plus vite si tu allais chercher d'autres entrepreneurs, d'autres gens qui croient et qui sont dans le business plutôt que de passer par un système de subvention où, avouons-le, c'est un petit peu compliqué. C'est clair. Et pourtant, j'étais persuadée que les collectivités allaient s'emparer de ce projet en se disant que c'était un outil formidable pour le territoire, parce que c'était des jeunes qui entreprenaient, qui en plus entreprenaient pour le bien commun. Et j'étais persuadée que ça allait marcher, et pas du tout. Du coup, je suis allée voir des investisseurs privés, et aujourd'hui, la levée de fonds, elle est consacrée uniquement d'entreprises du territoire, d'entreprises nationales. Et on a même un think tank de managers responsables, une vingtaine de managers, d'entrepreneurs, qui se sont mis autour de la table et qui ont dit on veut les aider et on veut aider des jeunes entrepreneurs. Et c'est dingue, cette désillusion face à... Face à la puissance publique? J'allais pas le dire, j'allais m'arrêter là. En tout cas, oui, je me suis lancée toute seule. Et puis finalement, je suis allée chercher des gens assez rapidement parce que toute seule, on ne peut pas grand-chose. Et je suis allée au plus près. J'avais pas de réseau, j'avais 22 ans. J'en ai 23, hein, voilà. Du coup, je suis allée voir l'école dans laquelle j'ai fait mes études, l'école 3A, qui est une école de commerce. Je leur ai parlé du projet, je leur ai demandé de me suivre. Et du coup, aujourd'hui, c'est un projet qu'on porte ensemble, cette école, l'école où j'ai fait mes études et moi. Et je suis allée chercher une école un tout petit peu plus loin, je suis allée chercher l'ESSEC, qui est à Paris.
et qui est le fer de lance en termes de recherche sur l'entrepreneuriat social. Je crois que ce matin, on vous en a parlé. Sophie Keller et Amandine Barthélémy sont venues Sont venus. promouvoir l'économie qu'on aime. Voilà. Et du coup, c'est grâce à l'ESSEC qui, au moment où eux voulaient dupliquer leur modèle sur le territoire et au moment où moi j'avais envie de me lancer, c'est cette rencontre qui a fait qu'aujourd'hui, cet incubateur, si j'arrive à finaliser ma levée de fonds, je suis à la moitié, j'ai un budget de 130 000 € et j'ai levé la moitié déjà, se lancera en décembre 2014. 2014 En janvier 2014. Voilà. Je t'ai fait gagner un an. Et donc, physiquement, cet incubateur, on sait où il sera et combien de projets seront accompagnés? Oui, alors il est au cœur de Lyon, il y a un espace de coworking de 100 mètres carrés qui est déjà opérationnel et qui accompagnera 10 entrepreneurs sociaux chaque année pendant 23 mois. On ne veut pas faire de la quantité, on veut vraiment faire de la qualité, donc c'est l'objectif. Voilà. Un petit mot de conclusion pour ceux de 23 ans qui seraient encore tentés de se barrer après t'avoir entendu? Bah, que c'est des cons. Ça me va très bien. Merci beaucoup, Léna.